On y va? Ok. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur Célon. Alors c'est pas Cylon, c'est Célon. Un peu comme plus c'est long, plus c'est bon quoi. Et donc c'est un avantage parce qu'en français c'est assez facile à dire alors qu'en anglais, selon à qui vous parlez, vous avez des versions un petit peu différentes. Là. Alors ce qu'on va essayer c'est de vous faire une petite introduction sur Célon justement. Vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'écrire un nouveau langage. Et tout de suite, on va aller un petit peu dans des exemples, vous montrer un petit peu certaines des syntaxes de Célon. Et puis, on va essayer de faire une démo avec du vrai code dedans, et dans lequel il n'y a pas de hello ni de world, si je me souviens bien. Oui, Voilà, ni un puis ni après, l'autre. on va parler de la communauté, du statut. Alors, deux, trois mots à propos de moi. Donc, je m'appelle Stéphane Pardo. Je suis dans l'équipe du Riviera Jug, le jug le plus cool de France. Hein. Et, Rapport à la température surtout. rapport à, ouais, voilà. Non, parce qu'il fait beau, tout ça. D'ailleurs, s'il y a un jug à la Réunion, je veux bien être invité. Oui, oui. Mais j'ai essayé d'en trouver. Il me semble qu'il n'y en a pas. Tahiti, tout ça, non, il n'y a personne de la. Non. Donc j'ai fait quelques projets open source comme Rust-Easy, Célon, des doclets, des modules Play, même des Stamps, qui est un projet de templating client JavaScript. Donc j'aime bien toucher à tout. Je contribue sur Célon depuis mai 2011, c'est-à-dire juste un mois après qu'on ait vu Célon apparaître sur Slashdot. Quand j'ai vu ça, j'ai mis à peu près un mois à digérer le contenu des slides et à me dire c'est absolument génial, il faut que je participe, comment je peux faire pour faire apparaître le compilo qu'on puisse coder quoi. Et donc j'ai commencé à contribuer histoire de faire apparaître la chose comme pas mal de gens d'ailleurs. Ouais. Et ça a fait bien progresser le projet. Donc je suis principalement sur le compilo, sur le générateur de doc et sur Herd, qui est le repository de modules dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Et alors, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça, mais disons qu'une image vaut bien mieux qu'un long discours. L'image qui s'est faite. Ouais, alors moi, je travaille chez JBoss aussi. Certains m'appellent Chuck Norris, mais quel rapport. Je travaille historiquement sur Hibernate et plus généralement dans le côté data chez JBoss. J'ai beaucoup participé aux spécifications, j'y participe encore. Puis sinon, j'anime 2 podcasts, dont un en français, dont on aura un live demain à 8h, je crois. Et puis un en anglais sur la communauté JBoss. Et puis j'ai entièrement réécrit mon site web, il est super beau avec le blog et tout. Donc allez voir emmanuelbernard.com. C'est du Twitter Bootstrap, la totale, quoi. Alors, les origines de Célon, c'est toujours intéressant de voir les origines d'un langage. Ça a été lancé par Gavin King. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le monsieur qui a créé Hibernate, qui a ses opinions, qui n'hésite pas à les envoyer sur les forums et à être un petit peu vocal à propos de ça. Donc je vais essayer de channeler un peu Gavin. Donc si je me mets un peu dans sa tête, il était là et il dit oui, alors voilà. Moi j'ai fini Célon, j'ai fini Sim, pardon. Là on vient de finir CDI. Et là, je suis un peu déprimé, je sais pas trop quoi faire. Hein. Et donc je prends ma moto, paf, je descends en Amérique centrale, je me fais un petit voyage. Hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Ma bite. Et ma bite. Bon, c'était un petit défi entre nous et je l'ai fait. S'il vous plaît, vous le dites pas du tout au nom français parce qu'ils vont avoir vachement de mal à comprendre du coup. Bon bref. Bon, et ma bite, elle se tape la tête contre les murs. Et là, ouais, je suis déprimé. Il dit bah qu'est-ce qui t'arrive? Il dit voilà, bon moi Java, je commence à avoir vu les limites. On a travaillé sur CDI, machin. Et puis là, j'essaye Scala et là. Bon en fait, c'est pas du tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on partait de Java, on avait travaillé beaucoup sur le type Java grâce à CDI, grâce aux annotations, etc. Et on s'est aperçu des limitations, on s'est dit qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait partir de zéro. Et donc Gavin a travaillé beaucoup, il a utilisé comme punching ball un petit peu certaines personnes de JBoss, et il a commencé à écrire une spec sur comment le langage pourrait être là, et puis après on a commencé à développer le compilo, faire /dt, avoir une communauté et on en est là où on est. Alors pourquoi on a fait Célon?
Alors c'est difficile à dire, on a plein d'objectifs, mais je pense que le plus important, c'est aussi la tagline de notre projet, c'est dire plus clairement. C'est-à-dire qu'on a essayé d'éliminer toutes les ambiguïtés qu'on pouvait voir, d'accord. Dès qu'il y avait un doute, dès qu'il y avait une raison de choisir un truc plutôt qu'un autre, sans chose valable, on a essayé d'éliminer les options pour vous simplifier la vie en termes de développement. Évidemment, on est moins verbeux que Java, parce qu'on utilise toutes les approches un peu modernes, notamment les attributs, les choses comme ça. Mais cela dit, on n'essaie pas d'être le langage le plus concis du monde. Hein. Sinon, on écrit une énorme regexp qui fait quelque chose. Et donc, des fois, on va décider d'expliciter clairement un mot-clé avec un nom anglais qui veut dire quelque chose, plutôt que utiliser du ASCII art pour représenter quelque chose, par exemple. Et notamment, un autre objectif de Célon, c'est de représenter proprement les données hiérarchiques, c'est-à-dire tout ce que aujourd'hui vous écrivez en XML, par exemple les interfaces utilisateurs, les templates, les choses comme ça, le JSON, etc. On peut le représenter en Célon de manière naturelle et la syntaxe a été adaptée pour ça. On a beaucoup travaillé sur le système de type, Stéphane va en parler. Beaucoup plus que plein de langages. C'est pas juste, on a essayé de changer 2-3 trucs dans Java, on a réfléchi au type system de manière profonde et intégré beaucoup de fonctionnalités dedans. Mais on veut pas faire qu'un langage, en fait, on veut faire une plateforme. Et donc, on s'attaque déjà au SDK, c'est-à-dire qu'on veut un truc qui marche bien dans le langage, dans la plateforme, que tout soit naturel. D'accord ? Et une autre chose qu'on veut, c'est d'être modulaire dès le départ. On a bien vu les problèmes de modularité qu'on a en Java, le fait que c'est un outil qui s'occupe de ça la plupart du temps aujourd'hui, il y a plusieurs specs, la compétition, etc. Nous, dès le début, tous les outils ont la modularité dedans. Le compilo, il sait créer des modules, il sait pousser des modules dans un repo, etc., etc. On va voir ça un peu plus tard. Allez, on y va, on va montrer un peu de code de Célon. Donc ça, c'est une classe Célon. Donc là, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Ça ressemble beaucoup à du Java, c'est fait exprès. D'accord ? Java a été très populaire parce que ça ressemblait beaucoup à du C, puis il y avait des améliorations. D'accord ? On essaie d'être un peu dans cette même mouvance, notamment respecter la notion d'accolade, etc., que vous avez dans les langages hérités de C, etc., etc. On va faire un petit peu plus. Alors là, il y a des choses que vous ne faites pas en Java. Mais cela dit, c'est à peu près lisible. Bon, il y a un truc qui s'appelle shared au niveau de la classe. On imagine que ça doit avoir rapport avec la public-privée, des choses comme ça. Même si vous ne connaissez pas, vous arrivez à lire le texte, d'accord ? Et puis vous avez des attributs, hein, le reste, ça paraît normal. Il y a un autre truc, c'est que le constructeur, il a des paramètres. La classe a des paramètres. Qu'est-ce que ça peut être ? Bon, on réfléchit 3 secondes et on se dit, ouais, ça doit être plus ou moins le constructeur. Mais pourquoi ils ont mis les paramètres ici ? Du coup, il est où le constructeur ? Le constructeur, il est dans la classe elle-même. C'est-à-dire que le code d'une méthode, vous le mettez où ? Dans le corps de la méthode. La classe, elle est créée par le constructeur, qui est une méthode qui est appelée pour créer une nouvelle instance. Et donc le corps du constructeur, le corps de la classe, le code du constructeur, on le met dans le corps de la classe. D'accord ? Donc on a vu une première différence, on a vu l'histoire des constructeurs, et le deuxième truc qu'on a vu qui était différent, c'est shared. En fait, Célon, c'est un petit peu comme des poupées russes, quoi. On peut avoir des classes qui sont dans des classes, qui sont elles-mêmes dans des packages, qui sont eux-mêmes dans des modules, et on réfléchit même à une notion d'assembly ou d'application, d'accord ? Et en fait, quand on regarde à private, package, protected, etc., on voit que ça se cale pas bien sur cette approche un peu poupée russe en termes de scope qui sont plus larges les uns que les autres. Et donc on s'est dit, on va essayer de simplifier ça, pour que ce soit plus simple à comprendre et plus simple à décrire aussi dans la spec. Et donc ce qu'on dit, c'est que par défaut, tout est privé. Donc par exemple, dans ma classe foo, il y a une méthode qui s'appelle base. Et ben cette méthode, elle est visible que de la classe foo et pas d'ailleurs. Elle est privée, ça c'est facile. Si je veux la rendre visible, je vais mettre shared. Donc la méthode bar, elle est partagée, elle est shared, et elle dit voilà, je suis visible partout où la classe foo est visible. La classe foo, elle est visible dans le package domaine. Mais il se trouve que la classe foo, elle est partagée aussi. Et c'est quoi la définition ? La classe foo est visible partout où le package domaine est visible. Donc vous voyez que la définition de shared, en fait, elle scale bien, elle marche bien, même si on a plusieurs niveaux de poupées russes comme ça.
Les attributs, je vais passer assez vite parce que c'est un truc qui est vraiment commun dans tous les nouveaux langages. C'est qu'au lieu d'écrire un field, un champ, un getter, un setter, mais en fait on a une notion native d'attribut qui du coup respecte l'encapsulation mais qui se fait quand même en une seule ligne. Là vous avez integer scale égale 1, c'est un attribut. Et par défaut, les attributs, les variables, les choses comme ça, c'est immuable en Ceylan. Vous le définissez une fois, puis après vous ne pouvez plus le toucher. Ok ? Pourquoi on fait ça? Parce que on a une petite touche fonctionnelle, on essaie de pousser à des approches où justement gérer la mutabilité entre les threads, etc. Ça pose pas de problème. Donc on vous encourage fortement à faire des choses qui ne peuvent pas changer d'état. Par contre, si vous en avez besoin, et on sait que dans la vie réelle on en a besoin, on peut le faire. On le fait comment? Eh ben, on dit que l'attribut ici il est variable. Et non seulement on dit qu'il est variable, mais en plus pour vous montrer vraiment qu'on le modifie, l'opérateur d'assignement il est différent. C'est 2 points égales. C'est pour vraiment vous montrer, vraiment vous être sûr que vous soyez motivé pour changer la valeur. Et là on voit d'ailleurs dans le constructeur on change la valeur. D'ailleurs c'est pour ça que c'est un cercle de Marseille. Vous lui dites un truc puis tout de suite ça grossit. Il doit y avoir des Marseillais dans la salle, là, je viens de partir. Et le troisième truc qu'on voit là, c'est diamètre, c'est-à-dire c'est un getter, mais dont on redéfinit le corps. Le getter et le setter sont redéfinis. En l'occurrence, là, on calcule le diamètre à partir du rayon, et c'est le rayon qu'on stocke dans la classe. Héritage. Alors d'abord, petite pause. Qui connaît ça, là, le dessin au milieu, là? C'est quoi? Rampage. Qui a joué à Rampage? Ah, pas assez de monde. Bon, Rampage, c'est assez vieux. Hein. D'ailleurs, ça, c'est la taille originale, etc., etc. Et pourquoi j'ai mis Rampage? Et Rampage, l'idée, c'est vous êtes un, qu'on appelle ça? En gros, un gorille géant, et vous essayez de détruire le plus possible pour trouver de la bouffe dans les immeubles. Puis il y a des hélicoptères qui essaient de vous shooter, etc. Bon, bref. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, Devoxx, ils sont super bien. Par contre, il y a 2 problèmes avec les templates. 16/9, c'est hyper chiant pour des slides avec du code. Parce qu'on aimerait plutôt un 16/9 dans l'autre sens. Et le deuxième truc hyper chiant, c'est que la ligne de toit ici, quand on commence à mettre des trucs, elle est coupée. Genre, on coupe la Tour Eiffel, on coupe Montmartre, etc., etc. Donc je me suis dit, ça m'énerve. Bam, petit Rampage sur Paris, destruction. Bon, revenons à nos boutons, héritage. Ça marche moins bien que ma bite, d'un coup. L'héritage, il est absolument normal. La seule différence, c'est qu'au lieu d'appeler super, qui est finalement une syntaxe qui est héritée de l'approche constructeur, en fait, vous décrivez extend point et vous passez les paramètres que vous voulez passer au constructeur de la superclasse. Évidemment, qui dit héritage dit certaines choses abstraites que l'on peut redéfinir plus bas. On peut redéfinir les méthodes, évidemment. On peut redéfinir les attributs. Vous vous rappelez, un attribut, c'est un getter, un setter, donc finalement, ça a du sens. Et on peut aussi redéfinir les classes. C'est-à-dire que je peux redéfinir la classe qui est définie dans une classe et changer des choses. Ça va être une façon d'implémenter le factory pattern en Ceylan. Et en fait, il y a 2 cas quand vous redéfinissez. Soit vous avez une implémentation par défaut, mais les gens peuvent écrire par-dessus. Et là, vous utilisez le mot-clé défaut. Parce qu'en fait, par défaut, une méthode, une classe, un attribut ne peut pas être redéfini. On est très protecteur de la visibilité, des choses comme ça. Donc vous, designer de la méthode, allez consciemment décider si oui ou non la personne en dessous va pouvoir surcharger, redéfinir votre méthode. Et formal, ça veut dire quoi? Je ne vais pas donner d'implémentation, mais par contre, je vais forcer les sous-classes à en donner. Et quand moi j'écris une méthode, je redéfinis une méthode, j'utilise le mot-clé actual pour dire je redéfinis une méthode. Et vous êtes obligé de le mettre. C'est comme le override en Java, sauf que c'est obligatoire. Ça c'est un exemple. Donc j'ai une classe shape avec une sous-classe square. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai redéfini et une méthode qui était formelle, que je définis. Ça c'est le truc un peu classique en Java, mais j'ai aussi redéfini l'attribut. Vous voyez string, là, c'est un attribut. Pourquoi c'est un attribut? Parce qu'on voit, il n'y a pas de parenthèse au bout. Et finalement, un attribut et une méthode sont très très similaires à plein d'égards. Et donc, on pourrait définir des attributs. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais on peut définir qu'un seul constructeur par classe.
Et en fait, ça va plus loin que ça. On peut pas surcharger les méthodes. L'overloading en C long, ça n'existe pas. Et là, vous vous dites, sacre bleu! J'utilise. C'est la traduction de what the fuck en fait. Sacre. Moi j'ai mis la traduction en marseillais, mais. Ouais, c'est eng. Eng. Donc eng. Mais je l'utilise souvent. Comment je vais faire? Mais en fait, on a réfléchi et le problème de la surcharge, c'est que ça pose plein de problèmes. Ça rend beaucoup d'autres fonctionnalités compliquées. Et puis en plus, fondamentalement, c'est pas extrêmement utile. Vous pouvez toujours nommer différemment vos méthodes. Mais en plus, il y a deux choses que l'on peut faire en C long qui remplissent, à mon avis, 90-95% des cas d'utilisation de la surcharge en Java. Il y a deux choses. Vous l'utilisez pour dire, des fois j'ai des valeurs par défaut, donc des fois j'ai un paramètre et puis les autres sont par défaut, et puis j'ai l'autre méthode avec tous les paramètres et je les utilise explicitement. Sauf qu'en C long, il y a la notion de paramètre par défaut qu'on peut utiliser. D'accord ? L'autre chose, c'est qu'on peut faire des switches sur les types et utiliser des types unions dont Stéphane va parler un peu après. Je vais vous expliquer rapidement les paramètres optionnels et les passages par nom. C'est dire, paramètre optionnel, c'est donner une valeur par défaut à vos paramètres. Donc vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Vous le définissez dans le constructeur, ça paraît logique, ou dans la méthode. Et puis quand vous appelez, vous décidez, je passe 0 paramètres parce que c'est des valeurs par défaut. Ou alors je passe les deux paramètres, par exemple 3 et 4, pour faire un rectangle de longueur 3 et de hauteur 4. D'accord ? Une alternative, c'est de dire, y a plein de paramètres, c'est un petit peu embêtant de lister tous les paramètres comme ça à la Java. Je vais utiliser explicitement les noms des paramètres pour dire, voilà, la longueur c'est ça, la hauteur c'est ça. Et la syntaxe, elle utilise une accolade. On va voir pourquoi. Quand on fait une définition de structure hiérarchique, ça se lit mieux en fait. Le switch par type, l'idée, en gros, c'est de pouvoir utiliser switch pour dire, voilà, soit je suis la sous-classe rectangle, soit je suis la sous-classe cercle, puis si je suis ni l'un ni l'autre, je vais appeler une méthode par défaut. D'accord ? Si je ne mets pas le else, là, ça marche. Et si à un moment, je définis une autre forme, par exemple un polygone, et là, le compilateur, il va dire, ah, ça va pas. Je sais supporter dans la méthode rectangle et cercle, mais pas polygone. Donc, erreur de compilation. Donc finalement, c'est plus sûr que ce que vous pourriez faire avec de la surcharge classique en Java. Ça, c'est les interfaces. La seule différence fondamentale au niveau des interfaces entre Java et C long, c'est que vous pouvez aussi mettre des attributs. Donc vous avez des méthodes évidemment, mais vous pouvez aussi mettre des attributs. Par contre, il y a un truc qui est embêtant quand on a des interfaces, c'est que quand on veut partager du code avec les implémentations, on est obligé de mettre une classe abstraite, d'accord, en Java. Si je veux partager le calcul du volume entre cube et cylindre, il faut que je crée une classe abstraite, truc en 3D, et puis que j'utilise. Et le problème de la classe abstraite, c'est qu'on peut en avoir qu'une. Et du coup, enfin de super classe, on peut en avoir qu'une, et ça nous limite assez rapidement. Donc ce qu'on a introduit dans C long, c'est la capacité de définir une implémentation par défaut au niveau de vos interfaces. Pareil, c'est pas nouveau, etc., mais on trouve que ça a une utilité intéressante. Et donc ce qu'on voit, c'est que cube et cylindre héritent cette implémentation par défaut, même s'ils peuvent la surcharger, la redéfinir, s'ils veulent. D'accord ? Et ce qu'on fait, c'est là, vous dites « eng » encore, ou plutôt « ah » non. Héritage multiple, bon, moi j'ai pas fait de C++, mais on m'a dit que c'était hyper nul. Bon, il faut se calmer. En fait, là où c'est vraiment problématique, l'héritage multiple, c'est quand on se met à partager l'état. Parce que on se met à se dire dans quel ordre il faut que j'initialise mes classes pour que l'état soit calculé proprement et partagé, etc., etc. Et qui a précédence sur quel autre, etc., etc. Donc ce qu'on a fait, c'est un sous-ensemble d'héritage multiple. Et ce qu'on dit, c'est que dès qu'il y a ambiguïté, le compilateur, il vous dit, redéfinissez la méthode, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai trois interfaces, top, left et right. Et j'ai mettons une implémentation par défaut sur foo, sur left et right, qui est différente. Et au niveau de ma classe qui implémente left et right, qu'est-ce qu'il faut au niveau de bottom? Le compilateur il va me dire désolé, il faut que tu redéfinisses foo parce que j'ai une implémentation et de gauche et de droite et je ne sais pas laquelle choisir et je ne vais pas faire de trucs magiques du genre c'est le premier celui qui dit qu'il est en premier, etc., etc.
Vous vous rappelez, je vous parlais de la régularité. Alors, c'est long, par exemple, si vous prenez le code, ça c'est du code top level, que vous le mettez dans un constructeur de classe ou dans une méthode, etc., ça marche. Une classe dans une méthode, ça marche. C'est long et extrêmement régulier, ça nous permet à nous d'être plus confiants sur le futur, de pouvoir rajouter des fonctionnalités qui vont marcher à tous les niveaux plutôt que d'avoir des règles un peu ad hoc telles qu'il y a en Java. Donc tous les corner cases, un petit peu les coins, comment on dit, les coins du bourg. Les arnaques. Ok. Eh ben, on a essayé finalement de les régler. D'accord. Ça, c'est un autre exemple, c'est comment je définis une classe, une table finalement en HTML, mais représentée en C long et donc compilée, etc., etc. D'accord. Bon, je vais pas. On va montrer un exemple de cette table. Ouais, je vais pas m'attarder là-dessus. Et par contre, on va passer à la vitesse supérieure. Voilà, on passe la vitesse supérieure. Là, il va falloir s'accrocher. On va faire la preuve mathématique formelle du système de type et d'effet de Ceylon, donc ça va dépoter. Là, on va avoir donc 154 slides de sémantique pour décrire comment ce... Ah, ça va, vous en avez fait à l'école. Hein. Ouais, non, on en a tous fait, il n'y a pas de problème, il y a très peu de grec. Donc ça, c'est comment on fait pour évaluer une lambda. Donc on a les lambdas. Non, bon, c'est une blague, on va pas rentrer dans le vif du sujet comme ça, on va faire doucement, c'est quand même, c'est une introduction, hein, ce talk. Pour la référence, ceux qui auront reconnu, ça c'est dans l'aspect de Scheme. Mais je pense qu'ils n'ont pas reconnu en fait. Non, non mais c'est un très bon langage, Scheme. Alors on va montrer 2-3 exemples de choses qui sont un petit peu originales dans Ceylon au niveau des types. Premièrement, comme vous pouvez le voir sur la première ligne, on invoque une méthode sur un entier. Alors, comment on peut faire ça? C'est parce qu'on n'a pas de type primitif en Ceylon. Tous les objets, enfin, on n'a que des objets, on n'a pas de type primitif. Donc, on peut invoquer des méthodes. Il n'y a pas de trucs spéciaux, il n'y a pas de règles spéciales pour les entiers, les caractères, tout ça. C'est vraiment régulier. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'on a de l'inférence de type. Là, sur la seconde ligne, on crée une séquence, hein, et on sait que c'est une séquence de chaînes de caractères. On n'a pas besoin de rajouter un new, un quelque chose comme on a en Java pour dire qu'est-ce que c'est comme type de séquence. On le sait pourquoi, parce qu'on peut regarder dedans et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, dedans, ça n'utilise pas du tout ce qui est comme déclaration à gauche, hein, il n'y a pas de magie noire, ça utilise uniquement ce qu'on voit à l'intérieur des accolades. On voit 2 chaînes, donc c'est une séquence de chaînes. Donc on peut le stocker dans une séquence de chaînes. On a des intervalles, donc ça va être une séquence de 1 à 2. Hein. Rien de bien magique, mais c'est quand même assez pratique. Et si on a la flemme, comme moi assez souvent, et qu'on n'a pas envie d'écrire le nom du type, on peut mettre value pour une variable. Donc là, c'est le compilo qui va inférer directement le type et l'IDE va vous le dire. Et pour une fonction, plutôt que d'écrire le type de retour, vous mettez function, et puis ça va inférer le type. Par contre, comme on ne veut pas foutre la zouille, si vous le mettez partagé, donc shared, on va vous forcer à mettre le type. Parce qu'en fait, les clients de votre API, sinon, ils vont se dire qu'est-ce que c'est. Oui, on ne peut pas inférer le type de quelque chose qui est appelé par des sites qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est pas pour les types publics. Mais je crois qu'à peu près tous les langages ont le même genre de restrictions. Alors, une autre des choses qu'on a voulu faire dans Ceylon, c'est se débarrasser des null pointer exception. Bon, ça c'est une petite anecdote qui est totalement vraie. Hein. Oui, bien sûr, comme tout le talk en fait. Oui, voilà. On n'invente rien nous. Hein. Et donc en Ceylon, si vous voyez quelque chose qui est de type cube, ça ne peut pas être nul. Il n'y a pas à vous demander est-ce que non, c'est cube. Si vous voulez quelque chose qui peut être cube ou alors mais qui peut être quand même nul, il va falloir mettre un point d'interrogation à la fin. Donc cube point d'interrogation, c'est un type. Là, on a une méthode cube or no cube qui retourne en l'occurrence nul. Et donc pour dire qu'on peut retourner quelque chose qui n'est pas un cube mais quelque chose qui est nul, on met cube point d'interrogation. Donc après, si on veut stocker ça dans une variable, cube, elle est aussi de type cube point d'interrogation. Si on essaye d'accéder à un des attributs de cube, on va avoir une erreur de compilation. Le compilo ne va pas vous laisser faire parce que vous n'êtes pas sûr, peut-être ça peut être nul, donc il va y avoir une exception. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un test existe, qui veut dire si ce truc-là n'est pas nul, alors
on peut accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi on peut accéder à tout ce qui est à l'intérieur? Parce que dans le corps du if, on a raffiné le type. Il est plus de type cube ou point d'interrogation, puisqu'on connaît l'information, on sait qu'il existe, donc il est forcément de type cube à l'intérieur de ce bloc-là. Donc le compilo est assez malin pour pouvoir nous dire, pour pouvoir nous enlever, des trucs qu'on aurait à taper, et puis dire, là, maintenant on est au courant quand même, le type, c'est cube. Oui, oui. Si tout ce qui est à l'intérieur va voir le type. On voit pas bien ta question. Oui, parce qu'en fait, c'est au niveau du type, en fait. Oui, on a intégré ce truc-là, oui, non pas comme un peu de, comment on dit, de sucre dans le compilateur pour faire des trucs un peu simples. Non, c'est fondamentalement dans le système de type C long. C'est comme s'il y avait une nouvelle variable à l'intérieur qui serait de type cube. Je dois dire que j'ai pas compris la question. Oui. Oui. Oui, oui. C'est du typage statique. Donc si après on essaye de se servir à l'intérieur du cube comme quelque chose qui est un cube point d'interrogation, ça va être un autre type, il va falloir revérifier. Bon, et pour ceux qui écoutent sur Parler, qui n'ont rien entendu, ça marche en fait. On a un petit peu de sucre syntaxique pour aider les gens à utiliser tout ce qui est type safe en termes de nul. C'est-à-dire, par exemple, on a l'opérateur point d'interrogation qui nous permet de donner une valeur par défaut. Donc si cube en cube retourne quelque chose, on va l'avoir dans cube 2. S'il retourne nul, on va avoir un cube de 3. C'est l'équivalent de l'opérateur Elvis, je crois, en Groovy. On a l'accès null safe, donc avec un point d'interrogation point. Ça veut dire que si on a quelque chose dans cube, alors on peut retourner l'air. Si on n'a rien dans cube, on retourne nul. Et donc, comme l'air est de type float, forcément le type de retour de ce truc-là, ça va être float ou nul. Donc float point d'interrogation. Si jamais on a quelque chose qui va être une séquence ou nul, de la même manière, on a un point d'interrogation et puis après l'accès au deuxième élément de la séquence, qui peut retourner soit un cube, soit nul. En termes d'opérations sur les listes, on a des trucs un petit peu sympas comme les slices, c'est-à-dire que si on a une séquence de nombres, on peut vouloir une sous-séquence avec les nombres de 1 à 2, ou alors les nombres de l'index 1 à la fin. Et puis on a une espèce de map qui est, je voudrais avoir lire l'attribut successeur de tous les éléments de numbers. Donc ça, par exemple, dans Successors, on va avoir la séquence 2, 3 et 4. Hein, donc ça marche bien sûr pour les attributs, pour les méthodes. On arrive à appeler une méthode sur toute une séquence à la fois comme ça. On va parler un tout petit peu de typage, et en particulier des choses qui sont vraiment originales dans Ceylon au niveau du typage. Et en premier lieu, donc on va parler du type union type, le type union. Je ne sais pas très exactement si on peut traduire ça différemment. À quoi ça sert un type union? C'est pour pouvoir stocker une valeur qui va être d'un type parmi une liste de types. C'est-à-dire qu'elle va être par exemple de type A ou de type B. On ne sait pas trop. Et justement, quand on va vouloir se servir des attributs qui sont définis soit sur A, soit sur le type A, soit sur le type B, il va falloir vérifier. Est-ce que c'est de type A, est-ce que c'est de type B? Alors pour l'anecdote, la syntaxe avec le type et le point d'interrogation, c'est juste du sucre. Et en fait, c'est un alias pour dire c'est soit le type en question, soit nothing. Nothing, c'est le type de nul. Donc là, on va avoir une classe pomme qu'on peut manger et une classe poubelle qu'on peut jeter. On va créer une séquence ici, donc une liste avec une pomme et une poubelle. Donc on l'a pas dit, mais il n'y a pas de new dans un constructeur. Parce qu'en fait, un constructeur, c'est juste une méthode. Quand vous faites une méthode, vous ne faites pas new méthode pour l'appeler. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en Ceylon, les types commencent toujours par une majuscule. Donc quand vous voyez quelque chose qui pourrait être un appel de fonction, parce qu'il y a des parenthèses, mais qui a une majuscule, c'est que c'est forcément un constructeur, parce que ça peut être qu'un type. Il n'y a pas de méthode, on ne peut pas avoir une méthode qui commence par une majuscule.
Donc on n'est pas obligé d'avoir l'élément, le mot-clé new. Donc là on va avoir une séquence de pommes et de poubelles, et là vous voyez que le type de ce truc-là, c'est quelque chose qu'on peut exprimer en Ceylon. C'est une séquence de soit une pomme, soit une poubelle. On le sait parce que dans la liste, on a un élément de chaque type. Et donc on va itérer autour de toutes ces boîtes, et on va avoir quelque chose qui est soit pomme, soit poubelle. On peut appeler des choses dessus. On peut appeler quoi? On peut appeler tout ce qui est en commun entre les pommes et les poubelles. Donc typiquement... C'est bien connu dans le monde, on peut toujours demander la chaîne de caractères associée à une poubelle. Voilà. Moi je m'en sers tous les jours quand je les sors. Et donc string c'est défini sur le type objet, qui est à la base de tous les autres types, donc forcément ils ont tous les deux cette propriété, on peut l'appeler. Par contre, si on veut appeler it ou throwaway, on est obligé de regarder c'est quoi le type. C'est quoi le type? C'est encore un cas de raffinement de type, c'est-à-dire que là on vérifie si c'est le type box, si c'est le type Apple, et si c'est le type Apple, ça veut dire que dans le corps de ce if, on va avoir raffiné le type de box, et on sait que c'est de type pomme. Donc on n'a pas besoin de redéfinir une variable locale, de faire un cast et de regarder. Oui, question? Attends, on va attendre le... Non, je vais être célèbre, c'est ça. En fait, si l'objet string il est incompatible entre la pomme et la poubelle, est-ce qu'on va pouvoir faire print de l'objet string? Pardon? En fait, on pourrait avoir une méthode qui ait le même nom dans pomme et dans poubelle, oui, mais qui n'ait pas la même signature, qui soit incompatible. D'accord, donc il ne soit pas défini dans un type commun entre les deux. Par exemple. Et donc on ne peut pas l'appeler. Ah, donc, oui, donc on ne peut pas l'appeler avant d'avoir vérifié ce type. Ce qu'on peut appeler, c'est les méthodes qui sont dans un type commun. D'accord, donc ça veut dire que la string c'est commun. Voilà, parce que c'est dans la classe object, et donc... Ok, d'accord, très bien, merci. Voilà. Donc le grand copain du type union, c'est le type intersection. Le type intersection, c'est dans le type union, on se dit c'est quelque chose qui est soit ça, soit ça. Le type intersection, c'est quelque chose qui est à la fois ça et ça. Donc tout le monde sait que quand on boit une Guinness, on a dîné, quoi, parce que c'est quand même c'est nourrissant. Donc si on a une interface qui est quelque chose qui se mange et quelque chose qui se boit, si on a deux interfaces, quelque chose qui se mange, quelque chose qui se boit, une Guinness, ça se mange et ça se boit. Hein, donc ça implémente, si vous voulez, les deux interfaces. On peut la manger, on peut la boire. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut représenter, on peut donner un nom à ce type. C'est-à-dire on peut représenter une abstraction de tout ce qui peut se manger, tout ce qui peut se boire, et ensuite on sait qu'on peut appeler les deux méthodes dessus parce que le type de special stuff, c'est à la fois quelque chose qui se mange et qui se boit. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une notion qui existe en Java, hein, mais uniquement dans les contraintes des génériques avec les extends, mais qu'on ne peut pas exprimer dans le langage. C'est-à-dire qu'on peut le voir dans des messages d'erreur de Javac, mais on ne peut pas l'exprimer. Bon, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités sur Ceylon qu'on n'abordera pas dans cette introduction puisque c'est une introduction. Donc on a bien sûr les paramètres de type, les singletons, les classes anonymes, on a les introductions de méthodes, on a les références d'attributs et de méthodes, ça c'est déjà supporté d'ailleurs, on a les clôtures. Pour les clôtures, pour ceux qui ne parlent pas le francisé, c'est les lambda. Pour ceux qui ne parlent pas le fonctionnel, c'est les méthodes anonymes. L'application partielle, on parlait de curing tout à l'heure dans une présentation, donc c'est ça. Les annotations, mais les annotations beaucoup plus puissantes qu'en Java, puisque là on va pouvoir exécuter du code dans l'initialisation des annotations, donc on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Les alias de type, on verra tout à l'heure à quoi ça sert, parce qu'on aimerait bien les avoir tout de suite. Métamodèle, interception, tout ce qu'on attend d'un langage moderne. On va revenir un petit peu sur la modularité, dont on a parlé dès le début. La notion de module, c'est vraiment au cœur du langage, de la même manière que ça va l'être dans Java 8, je suppose, puisque on pense vraiment que c'est à l'intérieur d'un langage que ça a du sens, de la même manière que les packages, c'est défini à l'intérieur du langage. Et donc, c'est intégré au langage, il y a tout qui est supporté dedans, et en même temps dans les outils, c'est-à-dire que les outils, ils vont directement lire et écrire des modules. Hein, le compilateur, il ne produit pas des points de classe, il produit des archives de modules. Et il est capable de les publier localement dans le file system ou sur un repository à distance. Et alors là, on va commencer à parler de herd.
Herd, c'est notre repository de modules, donc notre dépôt de modules, nouvelle génération. C'est quelque chose qui est sorti la semaine dernière et qui est donc disponible sur modules.ceylonlang.org. C'est utilisable par les outils, donc les outils qui ont été sortis déjà en Ceylon s'en servent pour lire et pour écrire. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit aussi intuitif et joli que GitHub pour le code source. Donc on veut reprendre les mêmes recettes qui marchent très bien et qu'on adore sur GitHub et les appliquer au partage de modules. Moi je dirais plus, parce que franchement GitHub c'est pas toujours intuitif. Par rapport à SourceForge à l'époque, Ah oui, non, mais d'accord. il faut comparer, voilà. Et bien sûr, c'est du libre. Hein. On vous encourage, le code est dispo. C'est un service qu'on host pour celui qui va être central, mais pour ceux qui voudront le hoster chez eux pour avoir un truc en privé ou même en public, ils peuvent tout à fait télécharger le logiciel et faire tourner exactement le même code. Donc on va attaquer la démo. Hein. Il risque d'avoir des petits morceaux d'IDE. On va voir si ça marche. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un projet. Bah, j'ai jamais vu. Ouais, Alors, on va prendre un nom super original parce que j'aime bien les noms originaux. On crée un nouveau projet. Donc là, ça utilise le plugin Eclipse qu'on a, hein, qui a été fait entre Gavin et David Festal, qui est un Français. On a beaucoup de Français dans l'équipe. On va créer, donc maintenant on a un nouveau projet, on va créer un nouveau module. Alors moi, les modules, je les publie toujours sous mon nom, comme ça, je sais où les retrouver, on sait directement qui on doit critiquer. Donc là, je crois que c'est le 5e. Parce que j'ai un petit peu fait cette démo récemment, là. Le problème, c'est que, bon, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il faut que je lui donne un nom différent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a créé un nouveau module? On va avoir un fichier, une méthode au top level, donc là, au niveau du package qui s'appelle run. Par défaut, ça va être la méthode qui va être invoquée quand vous allez exécuter le module. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut changer dans le descripteur de module. Et le descripteur de module, le voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est pas une syntaxe particulière, c'est pas de la magie noire. Là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une variable au top level, qui s'appelle module, qui est de type module, et dont on invoque le constructeur, donc avec les curly braces, avec les paramètres suivants, qui sont name égale machin, et version égale machin. Donc ça, c'est juste une invocation de constructeur. Bon, il nous donne aussi un package où il donne le nom et il dit que le package il est exporté. En l'occurrence, on n'en a pas besoin pour cette démo, donc on va le virer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans Run? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par importer un autre module. Voilà. Donc ça va être notre liste des dépendances. On va faire un petit appel à un web service. Hein. Donc on va regarder ce qu'il y a dans net. Et je crois que la dernière version, c'est celle-là. Les autres, c'est optionnel, on n'en a pas besoin. Donc, on va utiliser ce qu'on a dans net. Maintenant, j'ai importé le module, je vais pouvoir importer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on va importer la classe URI. Donc là, la structure d'import, elle est légèrement différente, mais elle se comprend. Je veux importer une ou plusieurs classes. Voilà, là, parce qu'on peut en importer d'autres. Hein. Si par exemple on en voulait deux, voilà, on n'est pas obligé de répéter tout le nom du module. Alors, on a quelque chose qui tourne normalement sur localhost. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette URI. On va faire get, ça va nous renvoyer une requête. Qu'est-ce qu'on va faire de cette requête? On va l'exécuter, à mort les requêtes. Et on va prendre... Ah, c'est un travail d'équipe, hein, toutes les blagues qu'on a fait. Hein. Je t'assume moins, moi. Après, moi, je me marre comme un idiot. Et donc, on va afficher ce qui se passe là-dedans. Je fais un run. Et là, si je remets qu'est-ce que je vois ma fenêtre... T'as pas le droit de me saboter mes excuse-moi.
Donc on voit, en l'occurrence, ce que nous retourne GitHub quand on fait un appel à son API REST. On demande qu'est-ce qu'il y a dans le projet Ceylon Compiler. On a ça, on a du JSON. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que bon, là c'est pas beau. Hein, on n'arrive pas à lire. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors déjà, premier truc qu'on va faire, c'est est-ce qu'on arrive à avoir un petit peu mieux? Tout à l'heure, j'ai vu passer un truc avec JSON. Voilà, ça nous renvoie un objet JSON. Bon, bah, très bien, on va faire ça alors. Ah, object JSON. Voilà. Normalement, il ne devrait pas me laisser faire. Ouais, si, parce que c'est object. Ok. Moi, je veux. Ah ouais, J'ai été minimaliste. L'objet JSON, je l'ai appelé object. Et comme par défaut, bah, il existe aussi un type object dans Ceylon, il m'a laissé le mettre dedans. Donc on va importer le module JSON et on va avoir un type un petit peu plus spécifique que Ceylon.language.object. On va utiliser le type JSON object. Voilà. On n'a pas besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un type object JSON. Donc il y a un parseur, tout ça derrière, et puis après on va l'afficher, et puis parce qu'on a quelque chose qui nous permet d'afficher aussi du JSON. Donc on le relance, voilà. Ouais. Par là. Donc on voit que il n'y a pas une grande différence, c'est à peu près la même chose, c'est toujours aussi mal formaté, mais on a quand même une représentation objet de ce qu'on a eu. Et là on va essayer de faire quelque chose pour l'imprimer un petit peu mieux. Donc on va utiliser il y a un truc qui s'appelle string printer qui imprime un objet JSON dans une chaîne de caractères et on va l'étendre. Voilà. Et là de tête, la méthode qui va nous intéresser, c'est la méthode qui imprime un objet, puisque au top level de quelque chose de JSON, on a toujours un objet JSON. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par imprimer une accolade. On va finir par imprimer une accolade aussi. Donc là, c'est une surcharge de la méthode du dessus. Surcharge de la méthode printObject qui est définie dans stringObject. D'où le actuel. Et on va itérer dans les clés de toutes les propriétés qui sont définies dans Object. On va imprimer la clé, donc on sait que c'est un type string, donc on va pas s'embêter, on va l'appeler printString. Il y a très peu de types dans JSON, mais on va voir exactement qu'est-ce qu'il y a comme type tout à l'heure. Voilà, on imprime un 2 points, et puis on imprime le contenu. Alors pourquoi il ne me laisse pas faire ça? Ok. Non, il ne me laisse pas faire ça parce que ce que je veux imprimer, c'est print value. Voilà, je vais l'afficher comme une valeur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un print avec un \n, comme ça au moins on aura un \n entre toutes les propriétés. Après, il faut quand même s'en servir. Donc on va faire un printer qui va être en fait un pretty printer. On va faire un print avec print object, on va avoir contents, voilà. Et ensuite, on va décrire ça. On va prendre la représentation de ce qui a été printé dans notre printer. Donc là, on a une ligne entre tous les trucs. Donc on arrive un petit peu mieux à voir ce qui se passe là-dedans. Alors, si vous avez la flemme, les types c'est optionnel pour les for et tout ça, parce qu'on sait très bien que le type de key c'est une string, hein, ça c'est de l'inférence de type. Et ce qui est rigolo aussi, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que le type de ce qui est retourné par get, qu'est-ce que c'est? Là, c'est vraiment un union type. Hein, c'est soit de type string, soit booléen, soit integer, float, object, array, nothing. Nothing c'est nul. Hein, c'est tous les types qu'on peut représenter en JavaScript. Là, si vous vouliez faire la même chose en Java, il aurait fallu dire bah, qu'est-ce que c'est object. C'est-à-dire que en fait, vous enlevez toutes les informations sur ce qui peut être contenu dans une propriété JavaScript. Nous, on sait exactement, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Hein, donc, au passage, on parlait des alias de type tout à l'heure. Un alias de type, c'est de pouvoir dire je veux me référer à ce type-là avec ce nom-là.
Donc là, typiquement, on pourrait déclarer en Ceylon, on va pouvoir dire le type JSON, c'est ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Et donc on n'aurait plus besoin de voir toute cette liste-là, on aurait juste un nom. Et c'est assez pratique. C'est quelque chose qui va être mis dans la Milestone 4, je crois. Donc on l'a pas encore. Bon, on va essayer de faire un petit peu mieux et de mettre un niveau. Donc là, on va faire quelque chose qui peut s'incrémenter. On démarre à 0. On va faire une méthode. Donc elle est variable. Hein. Par Voilà. défaut, on ne peut pas la changer, mais comme là on veut un compteur, on va le mettre variable. On commence par une nouvelle ligne, puis on va faire un for de 0 jusqu'au niveau actuel, et on va afficher des espaces. Et là, c'est la guerre entre tab versus espace. Il y a des trucs qu'on ne peut pas résoudre. Ah oui. Donc, Moi, je serais pour l'imposer. là, on va indenter. Et on va indenter aussi à la fin, histoire d'en mettre un coup. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on a des espaces. À chaque fois qu'on rentre dans une propriété, on arrive à afficher notre JSON. Bon, ceux qui auront vraiment bien regardé, ils auront remarqué qu'il manque la virgule à la fin de la ligne, mais on ne va pas non plus résoudre tous les problèmes aujourd'hui. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on a réussi à afficher du JSON. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire, à quoi ça sert ces représentations hiérarchiques. C'est par exemple comment on veut définir, on va parler un petit peu de ce qu'on a fait dans ce talk aujourd'hui. Donc on va créer un nouvel objet JSON. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre le titre. Le titre c'est quoi? C'était intro à Ceylon. Alors là, la flèche, c'est juste du sucre syntaxique. En fait, la flèche, ça veut dire qu'on va invoquer le constructeur de la classe qui s'appelle entry, qui prend deux paramètres, un paramètre de type à gauche et un paramètre de type à droite. Et en l'occurrence, à gauche, le type c'est string et à droite c'est string. Donc ça va nous donner un entry de string et string. Et donc on peut les passer à ce paramètre. Donc ça c'est assez pratique pour définir des mappings. C'est un tuple quoi. On va voir speaker. Qu'est-ce qu'on a comme speaker? Tiens, on va en avoir deux, donc je vais importer le type tableau aussi de JSON. Je vais créer un tableau. Hop. Et Donc là, vous voyez là que ça, structurellement, c'est comme vous écririez du JSON. C'est pas la même syntaxe, mais là vous voyez la hiérarchie. C'est relativement lisible et surtout c'est dans le même langage. Donc quand vous changez un nom, une valeur, des choses comme ça, c'est le compilateur qui va tout checker. Donc là, voilà, on a un talk qui a un titre et des speakers. Les speakers, c'est un tableau qui contient des objets avec le nom. Bon, c'est pas très intéressant. Maintenant, on va vouloir l'afficher. Alors bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refactorer un tout petit peu ça. Alors l'IDE, il est pas mal parce qu'on a déjà beaucoup de refactoring qui marche bien. Pour l'afficher, parce que sinon ça s'affiche juste pas. Tu l'affiches pas dans le... Alors non, le print que tu vois là, c'est une méthode qui est définie par string printer, parce que c'est un printer qui imprime dans une string. Et en l'occurrence, donc c'est à l'intérieur de lui, c'est pas sur la console. Le print que j'appelle là, il est pas sur une... il est là maintenant, voilà. Celui-là, il est défini dans ceylon.language, c'est une méthode top level, et donc c'est pas le même print. Alors, pretty print, le talk. Maintenant, on va voir un petit peu s'il arrive à afficher notre talk. Et il arrive, normalement. Voilà, il affiche. Affiche-toi parce que ça va être ton dernier mot là. Mon dernier mot, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite montrer vite fait Herd, notre repository de modules. Donc, on l'a ici qui tourne en local. Donc, on peut naviguer le repository, voir un peu tous les modules qui sont faits comme un file system. On peut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, on voit qu'il y a plusieurs versions. Tiens, il nous dit que ça correspond à un module. C'est quel module? C'est celui-là. On voit qui c'est qui l'a écrit. Tiens, on voit qu'est-ce qu'il a pu publier. Ça ressemble pas mal à GitHub aussi. On peut suivre le flux RSS des gens ou des modules pour voir toutes les nouvelles versions qui arrivent.
On peut naviguer, on peut voir les docs de chaque truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est on voudrait le publier. Donc on va montrer comment on fait pour publier. Il faut un compte. Là, j'ai 2 comptes. Voilà. Une fois qu'on est connecté, on va avoir une liste d'upload, par exemple. Donc là, je vais créer un upload. Un upload, c'est un repository privé dans lequel vous allez pouvoir faire du staging de tous vos nouveaux modules. Là, ça nous dit gentiment que si on veut uploader quelque chose ici, il va falloir utiliser ce genre de ligne de commande. Donc on va venir là. Alors, on est sur démo... non, ouais, voilà, avec un tiret 5. C'est le plus beau terminal que j'ai jamais vu. Hein. Ouais, il est éléphantesque. Qui a pris la photo du password là? Okay. C'est le mot de passe de tout le monde, ça, non? Donc là, ce que je fais, c'est que j'appelle le compilo Ceylon et je lui dis, donc Ceylon C, et je lui dis de faire sortir le module à l'intérieur de ce repository. Il l'a mis là. Maintenant, je reviens là. Je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. J'ai le module qui a été uploadé. Il fait tout un tas de vérifications. Il me dit que je ne suis pas propriétaire de ce module, donc je vais essayer de demander la permission d'uploader là-dessus. Donc là, je dis pourquoi on en a besoin et tout ça. Je fais vite. Et donc là, j'ai demandé d'être propriétaire de ce module. Là, il y a un admin qui va se loguer et qui va dire, voilà, qui va aller voir qui c'est qui a demandé récemment des modules. Il y a ce gars-là, je vais dire OK, hop, je l'accepte. Ce module a été accepté. Maintenant, je retourne en tant que user, voilà, et je peux aller voir mon upload. Maintenant, il est plus rouge, il est juste orange parce qu'on a un warning, on n'a pas les docs, c'est pas grave, on publie comme ça. Et maintenant, on peut le voir, il est là, la démo 5, elle est ici. Et on peut faire tout un tas de trucs sur le module, c'est-à-dire donner des permissions à d'autres gens qui auront le droit d'uploader pour nous, faire des transferts, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont supportées par ce truc, et c'est du code libre. Donc vous pouvez vous en servir. On va passer très vite sur la communauté. On a pas mal de contributeurs et on en cherche des nouveaux. Donc si vous voulez venir rejoindre le projet, c'est vraiment un projet sympa. On rigole bien entre nous. Il n'y a pas de prise de tête. Ouais, voilà. Il n'y a pas de prise de tête du tout dans ce projet. Il va pas y avoir des tensions, des mecs qui s'insultent et tout ça. On se marre bien et c'est bonne ambiance. On utilise plein de technos qui sont très cool. Et en général, dès qu'il y a une techno qui est bien, on s'en sert, quoi. Donc il n'y a pas trop de politique là-dedans. Et on a beaucoup de sous-projets. Vous avez vu, il y a le compilo, il y a un compilo JavaScript, l'IDE Eclipse, il y a l'IDE en ligne, il y a le module Herd, des plugins. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, en termes de roadmap, on a sorti la première milestone en décembre et la deuxième le mois dernier. Et là, on va sortir la troisième très bientôt. Pour ceux qui ne voient pas sur la... Il est en train de devenir fou, là. Il est en train de nous dire il est aussi rouge que son... et donc voilà, on a beaucoup d'infos en ligne. Si vous avez des questions, allez dessus. Il y a tout qui est dispo. Tout est ouvert, les discussions. Le site aussi. Voilà, le site aussi. Et donc il n'y aura pas de questions, c'est ça? C'est ta faute, t'as traîné. Hein. C'est ta faute. Et ouais, on va faire les questions dehors. Nous, on va rester juste là et n'hésitez pas.